Bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission depuis Washington. Nous aborderons cette semaine les axes suivants. Ce que Donald Trump et Benjamin Netanyahu se sont dit pendant leur tête-à-tête à Washington. Les déclarations de Trump sur Gaza provoquent la colère partout dans le monde. Et le Maroc espère le lancement d'un vrai processus de paix au Moyen-Orient. La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Les discussions ont principalement porté sur la sécurité régionale et le conflit israélo-palestinien. L'élément majeur qui a émergé de cette rencontre a été la proposition du président Trump, suggérant que les États-Unis prennent possession de la bande de Gaza, déplacent ses habitants et entreprennent la reconstruction visant à transformer ce territoire. Cependant, cette proposition a suscité un débat international soulevant des doutes quant à sa faisabilité et à son impact sur la stabilité régionale. Le président Trump a défendu son initiative en la qualifiant de solution apportant sécurité et prospérité à cette région troublée. Cette proposition a engendré des réactions variées, tandis que certains partisans estiment qu'elle pourrait favoriser la prospérité économique et la stabilité au Moyen-Orient. Ces détracteurs jugent qu'elle viole la souveraineté palestinienne et pourrait exacerber les tensions. À l'échelle internationale, certaines réactions ont été marquées par un optimisme prudent, mais la plupart ont fermement condamné la démarche, la qualifiant d'expansionniste. Pour sa part, le Maroc persiste dans sa recherche d'une solution diplomatique au conflit au Moyen-Orient. Le Royaume continue de soutenir la cause palestinienne et insiste sur l'importance du dialogue et des négociations. Depuis longtemps engagé dans ce dossier, le Maroc poursuit son aide humanitaire envers les populations touchées, tout en réaffirmant le soutien à une solution à deux États, avec une reconnaissance mutuelle entre Israël et la Palestine, garantissant ainsi les droits à la coexistence. Pour discuter de ces sujets, trois invités de renom nous honorent aujourd'hui de leur présence. David Schenker est membre de la fondation Tony, affiliée au Washington Institute for Near East Policy. De 2019 à 2021, il a occupé la fonction de secrétaire d'État adjoint aux affaires du Proche-Orient, fournissant des conseils stratégiques sur la région. À ce titre, il a supervisé la diplomatie américaine avec 18 pays de l'autorité palestinienne au Maroc et a dirigé une équipe de 9000 employés avec un budget de 7 milliards de dollars. Nous accueillons également aujourd'hui James Zogby, président et fondateur de l'Arab American Institute, une organisation basée à Washington, D.C., spécialisée dans la réalisation de sondages d'opinion au Moyen-Orient. En 2013, le président Obama l'a nommé membre de la Commission américaine sur la liberté religieuse internationale. Et comme à l'accoutumée, notre chroniqueur Chris Lapettina sera avec nous. Stratège politique, il est directeur de Focus Consulting et travaille en étroite collaboration avec le Parti démocrate. Alors avant d'entamer notre discussion, je vous propose de suivre le reportage de notre correspondante Jihan Mansour sur les réactions les plus significatives à la proposition du président Donald Trump concernant Gaza. Nous vous écoutons, Jihan. Hello, Jihan. Je vous remercie, Marc. La proposition du président américain Donald Trump visant à déporter les Gazaouis, à les relocaliser dans d'autres zones et à permettre aux États-Unis de prendre temporairement le contrôle de Gaza pour la reconstruire a provoqué une vague de réactions internationales, palestiniennes et arabes. Toutes ces réactions ont unanimement rejeté la proposition, tandis que les responsables et politiciens israéliens l'ont soutenue. Parmi les premières réactions, le président palestinien Mahmoud Abbas a affirmé « Le peuple palestinien ne renoncera ni à sa terre, ni à ses droits, ni à ses lieux saints. La bande de Gaza fait partie intégrante de l'État de Palestine, tout comme la Cisjordanie et Al-Quds occupées. Les droits légitimes des Palestiniens sont non négociables. »
Du côté des autorités arabes, le ministère saoudien des Affaires étrangères a réaffirmé la position constante du Royaume d'Arabie en déclarant la position de l'Arabie saoudite en faveur de la création de l'État palestinien demeure ferme et inébranlable. Le prince Mohammed Ben Salman, prince héritier et président du Conseil des ministres, l'a exprimé de manière claire et sans équivoque, ne laissant place à aucune interprétation. De son côté, le cabinet royal jordanien a cité les propos du roi Abdallah II. Il est impératif de mettre un terme à l'expansion des colonies et de rejeter toute tentative d'annexion des terres palestiniennes, ainsi que tout projet visant à déplacer la population palestinienne. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelghati, a souligné l'importance de poursuivre les projets de reconstruction rapide de Gaza en évacuant les décombres et en accélérant l'aide humanitaire sans que les Palestiniens n'aient à quitter la région en raison de leur attachement profond à leur territoire. De même, les Émirats arabes unis ont réaffirmé leur engagement envers la paix et la stabilité dans la région en soulignant leur soutien historique aux droits du peuple palestinien. En outre, les positions irakiennes et marocaines ont également été exprimées dans ce même esprit, soutenant fermement le droit des Palestiniens à leur territoire et leur droit à un État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale. Merci, Jehan. Alors, permettez-moi de commencer par vous, Chris. Compte tenu des poursuites judiciaires auxquelles Netanyahou fait face sur le plan intérieur, en quoi cette visite peut-elle contribuer à consolider sa position sur la scène politique israélienne ? Par ailleurs, en quoi a-t-il influencé le président Trump afin de garantir les intérêts israéliens ? Je vous remercie, Marc. Nous sommes particulièrement fiers de cette émission qui s'efforce de fournir les informations les plus précises en provenance de Washington. Cette semaine, nous avons l'honneur de recevoir deux des voix les plus influentes dans le domaine de la politique étrangère. J'espère que nous serons en mesure de répondre à certaines interrogations et de dissiper quelques malentendus concernant la politique du président Trump vis-à-vis d'Israël et de la paix au Moyen-Orient. Quant à Benjamin Netanyahou, je ne pense pas que ses priorités soient principalement juridiques, mais plutôt politiques sur le plan intérieur. En effet, à mesure que les Israéliens commenceront à réfléchir aux échecs qui ont précédé le 7 octobre et analyser le rôle de Netanyahou dans ces échecs, cela pourrait entraîner un changement de gouvernement. Ainsi, plus il parviendra à retarder cette question, plus il aura de chances de maintenir son pouvoir. Très juste. David, l'administration précédente, malgré quelques divergences, entretenait des relations relativement harmonieuses avec Israël et soutenait la réponse aux événements du 7 octobre. La récente visite de Benjamin Netanyahou peut-elle être interprétée comme un changement significatif dans l'engagement politique des États-Unis, en particulier en ce qui concerne le soutien militaire, la question des colonies et le conflit israélo-palestinien? En outre, cette visite pourrait-elle avoir un impact sur l'implication américaine dans la région? Je suis ravi d'être avec vous. Je pense que la déclaration principale issue de cette réunion concerne la décision de reprendre la fourniture de bombes de 2000 livres à Israël, une mesure qui avait été suspendue à la fin du mandat de Biden. Il semble qu'Israël ait obtenu toutes les autorisations nécessaires pour cette livraison, ce qui avait été initialement demandé, a ensuite été ralenti par Washington, probablement pour inciter Israël à limiter ses frappes. Cependant, la fourniture de 1800 bombes de 2000 livres a été lancée et je crois que d'autres équipements militaires seront également envoyés à Israël, sans aucune pause supplémentaire, car Trump est un fervent défenseur de l'idée de partage des responsabilités. Il souhaite que nos partenaires puissent agir selon leurs besoins sans que les États-Unis aient à assumer de lourdes charges, qu'elles soient militaires ou financières. En ce qui concerne les colonies israéliennes, un changement notable est à prévoir entre l'administration Biden et celle de Trump.
Comme vous vous en souvenez, la vision de Trump pour la paix dans le cadre de sa proposition de premier mandat incluait des dispositions permettant l'annexion de terres en Cisjordanie. Aujourd'hui, nous assistons à une nouvelle proposition visant à vider la bande de Gaza de sa population et je suis sûr que nous y reviendrons. Toutefois, concernant la Cisjordanie, l'administration Trump sera probablement plus ouverte à l'idée d'annexer des terres. Toutefois, Israël devra faire face à de nouveaux défis, notamment avec ses partenaires arabes et en particulier avec les Émirats arabes unis, car Israël avait accepté de geler l'annexion des terres en échange de la normalisation des relations signées avec les Émirats pendant le premier mandat de Trump. Nous verrons comment cela évoluera, mais il est certain que si Trump souhaite parvenir à une normalisation entre l'Arabie saoudite et Israël, l'idée d'annexion pourrait constituer un obstacle majeur, notamment pour l'Arabie saoudite. Cela concerne la participation saoudienne. Passons maintenant à James Zogby. James, la visite du Premier ministre israélien survient à un moment délicat pour la région. Alors, quelles sont vos principales conclusions concernant les résultats de cette visite à Washington? Bon, comme c'est souvent le cas pour ce type de réunion, nous ne savons pas exactement ce qui s'est discuté en privé, ni si l'ordre du jour suivi correspondait à celui annoncé dans des déclarations publiques. Toutefois, la chose la plus surprenante a été la série de déclarations faites par le président Trump plus tard devant la presse. Il a clairement réitéré des propos tenus quelques jours plus tôt en les regroupant en un seul accord. Il a appelé les Palestiniens à quitter la bande de Gaza, leur promettant un avenir meilleur ailleurs, où ils pourraient acheter des maisons plus grandes et plus belles. Il a précisé qu'il serait impossible de reconstruire Gaza tant que les Palestiniens y résideraient, suggérant que les États-Unis prendrait le contrôle de la région et en faisant une destination touristique internationale, possédée par des personnes du monde entier avec peut-être quelques Palestiniens. C'est ainsi que cette déclaration est devenue le principal titre de sa rencontre avec Netanyahou. Je vous remercie, James. On constate en effet que Trump ne cache généralement pas son mépris pour les médias, préférant annoncer ses décisions de manière théâtrale. David, vous avez évoqué la question du déplacement des Palestiniens de Gaza lors de votre première intervention. La proposition de Trump de prendre le contrôle de Gaza a stupéfié l'ensemble de l'opinion publique, marquant un tournant inédit. Alors, selon vous, cette idée relève-t-elle d'une initiative improvisée ou fait-elle partie intégrante d'une stratégie préétablie? Je pense qu'il convient de souligner une certaine subtilité dans cette situation, car il est rare et sans précédent que des présidents américains avancent de telles propositions et initiatives sans les soumettre à un examen préalable ou à une discussion avec leurs conseillers politiques. À mon sens, Trump semble incarner un esprit typiquement américain et permettez-moi de m'aventurer un peu, une démarche peut-être davantage instinctive que calculée. La question fondamentale qui se pose pour moi est de savoir si Trump lance ses propositions comme une sorte de premier pari, cherchant à observer les réactions avant d'aller plus loin. Cette approche semble en cohérence avec la nature imprévisible de son premier mandat. L'administration de l'époque avait présenté une vision de la paix rejetée par toutes les parties, y compris les Palestiniens, mais qui avait néanmoins abouti aux accords d'Abraham, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités. Peut-être que ces propositions actuelles ont pour objectif de pousser les États arabes à adopter une démarche coordonnée, que ce soit pour fournir des troupes ou de l'aide humanitaire, ou encore pour entreprendre la reconstruction de Gaza. Il est difficile de savoir avec certitude. Il semble que le président Trump ait choisi un style de négociation qui cherche à démontrer à l'opinion publique que les dirigeants arabes ne sont pas disposés à accueillir les Palestiniens avant de leur poser la question « Que souhaitez-vous réellement ?» Il exige ainsi une réponse concrète et une proposition alternative à la sienne. Les déclarations de Trump sur Gaza ont été rejetées par un large consensus arabe. Alors en quoi, selon vous, ce projet est-il censé garantir une vie plus sûre pour les Gazaouis ?
Quel plan pourrait, à votre avis, émerger dans un tel contexte? What is the plan that's going to move forward, do you think, in the days ahead? Les Palestiniens vivent en exil depuis des décennies, des générations même, loin de leur foyer, dans des villages détruits par Israël sur la terre de Palestine. Ils sont réfugiés depuis 1948. Actuellement, 80% de la population de Gaza sont des réfugiés palestiniens. Ils ont clairement exprimé qu'ils ne quitteront pas leur terre en Palestine. Cette proposition qui vise à les déplacer est particulièrement dangereuse, car elle implique la participation des États-Unis et d'autres puissances pour contraindre les Palestiniens à partir. Car il est évident qu'ils ne l'accepteraient pas de leur propre gré. Ils ne souhaitent pas quitter Gaza. Un sondage mené le mois dernier dans la région a révélé que plus de 90% des habitants s'opposent à cette idée. Leur souhait est de retourner chez eux, que ce soit là où ils résident actuellement dans le secteur ou dans leur foyer d'origine en Palestine. Dès lors, je considère que cette proposition manque totalement de réalisme, car ils refuseront de quitter Gaza et l'Arabie saoudite ne financera pas les coûts de la reconstruction. Cette situation semble improbable. Et c'est pourquoi nous devons nous interroger. Pourquoi Trump a-t-il formulé une telle déclaration? Je pense qu'une telle déclaration constitue une diversion par rapport à ce qu'il tente réellement de mettre en œuvre. Si je ne me trompe pas, Donald Trump adopte une tactique de pression cherchant à faire adopter une position tout en poursuivant des objectifs cachés. Peut-être s'agit-il d'une couverture pour Netanyahou afin de justifier le rejet par les Palestiniens du Grand Accord et de faire valoir que l'issue inévitable serait de clore cette première étape. Cela permettrait ainsi d'éviter de mener à bien les deux étapes suivantes. Je vous remercie, James. Alors, je vous propose maintenant de suivre l'analyse d'un article publié par le Washington Post intitulé « La Jordanie, qui abrite des millions de Palestiniens, exprime de vives inquiétudes face à la proposition de Trump concernant Gaza ». Le Washington Post a récemment publié un article intitulé « La Jordanie qui abrite des millions de Palestiniens exprime de vives inquiétudes face à la proposition de Trump concernant Gaza ». L'auteur Claire Parker commence en soulignant que la proposition de Donald Trump visant à expulser tous les Palestiniens de Gaza et à les envoyer dans les pays voisins, y compris la Jordanie, a provoqué une vive colère. Le royaume hachémite rejette fermement cette idée, une position largement partagée au sein de la population jordanienne qui considère l'implantation des Palestiniens sur son territoire comme une ligne rouge, en raison des répercussions politiques et sociales négatives que cela pourrait entraîner, menaçant ainsi la stabilité du pays. Bien que la Jordanie dépende de l'aide américaine, Trump a suggéré d'utiliser cette aide comme un levier pour contraindre Amman à accepter la proposition. Certains analystes ont souligné que la suppression de cette aide aurait des conséquences catastrophiques pour l'économie jordanienne, tandis que l'acceptation de la proposition pourrait aggraver la situation intérieure, enflammant davantage les tensions. D'autres ont suggéré la recherche d'alternatives financières et de nouvelles alliances stratégiques, notamment avec la Chine, la Russie et les pays arabes. En ce qui concerne la présence palestinienne en Jordanie, Claire Parker rappelle que la Jordanie a toujours été un refuge pour les Palestiniens, qui représente une part importante de la population et joue un rôle clé dans les efforts des pays occidentaux et arabes pour contrer l'influence iranienne. L'histoire de l'asile palestinien dans le royaume remonte à la Nakba de 1948 et à la guerre de 1967. Bien que de nombreux Palestiniens aient obtenu la citoyenneté, leur pleine intégration politique demeure complexe dans un contexte marqué par des inquiétudes sur l'impact potentiel sur la structure politique et sociale du pays. Concernant les répercussions économiques de cette proposition, l'auteur souligne que la Jordanie traverse une crise financière grave et fait face à un taux de chômage élevé, ce qui la rend incapable d'absorber une nouvelle vague de réfugiés, après avoir déjà accueilli des centaines de milliers de Syriens.
La situation dans le camp de Jerash où les conditions de vie sont particulièrement difficiles illustre bien les défis auxquels toute nouvelle population déplacée pourrait être confrontée. Les résidents vivant dans des conditions précaires sans droits fondamentaux ni opportunités économiques. Claire Parker conclut son article en soulignant que malgré les conditions difficiles, de nombreux Palestiniens en Jordanie refusent de quitter leur terre natale et estiment que la solution réside dans leur maintien sur leur terre. Les militants considèrent que toute tentative de déplacement forcé doit être combattue, même si cela nécessite la réimposition de la conscription obligatoire et l'armement des Palestiniens pour qu'ils puissent défendre leur terre et leur dignité. Merci pour cette analyse. Alors Chris, au regard des efforts et des tentatives de normalisation des relations entre Israël, le Royaume d'Arabie Saoudite et d'autres pays arabes, dans quelle mesure la visite de Benjamin Netanyahou à Washington pourrait-elle influencer les accords d'Abraham? Existe-t-il des signes indiquant une volonté de la part des États-Unis de jouer un rôle de médiateur plus diplomatique pour faire avancer ces accords? Comme vous le savez, Marc, nous partageons tous le désir de voir la paix régner au Moyen-Orient. Nous saluons les accords d'Abraham et exprimons notre reconnaissance envers Sa Majesté le roi Mohammed VI pour son rôle central dans le monde arabe, notamment en soutenant ces accords et en œuvrant en faveur de la paix. Ces accords représentent un premier pas important pour les peuples concernés. Cependant, la seconde étape nécessite des solutions concrètes pour les Palestiniens. Mais quelle forme ces solutions devraient-elles prendre? Force est de constater que la situation actuelle semble marquée par une impasse, un obstacle majeur à toute avancée. Si l'on reconnaît à Donald Trump un mérite, c'est celui d'avoir ouvert la voie au dialogue. Toutefois, la solution qu'il propose aujourd'hui semble peu réaliste selon de nombreux experts. Permettez-moi d'ajouter, après avoir suivi de près les développements du Moyen-Orient pendant plusieurs années, que pour les Palestiniens, comme l'a justement souligné James, Gaza n'est pas simplement un territoire, mais leur véritable patrie. Absolument. David, au-delà de la question de Gaza, quelles sont les garanties de sécurité requises par Netanyahou? Par ailleurs, quel est son positionnement face à la menace nucléaire iranienne et à l'influence grandissante de l'Iran dans la région, notamment à travers le Hezbollah et d'autres pays? Il ne fait aucun doute que Netanyahou a exercé des pressions sur Trump afin qu'il prenne des mesures militaires contre le programme nucléaire iranien. Je suis également convaincu que le président Trump lui a fourni des assurances héritées de l'administration Clinton, stipulant que les États-Unis ne permettraient pas à l'Iran d'acquérir une arme nucléaire. Toutefois, il semble qu'il existe une divergence d'opinion sur la question. En effet, bien que Trump ait ordonné l'assassinat de Soleimani lors de son premier mandat, il demeure déterminé à mettre fin au conflit au Moyen-Orient. Il a ainsi insisté pour qu'on mette un terme à la guerre à Gaza et plus largement au Liban. Il est bien conscient que les guerres créent des conditions défavorables pour les affaires. Trump porte un intérêt marqué à ces accords et a clairement exprimé à la partie israélienne sa volonté de négocier avec l'Iran afin d'élaborer un nouveau pacte nucléaire. Bien qu'il ne soit pas certain qu'un tel accord soit robuste et qu'il inclue la cessation de l'ingérence iranienne dans la région, cela reste un enjeu crucial qui a orienté les discussions de la réunion. Il est probable que Netanyahou attendra de voir comment évolueront ces négociations. Nous avons par ailleurs vu Elon Musk, conseiller de Trump, rencontrer récemment l'ambassadeur iranien aux Nations Unies, sans doute pour évaluer l'intérêt de l'Iran à s'engager dans de telles discussions. Une diplomatie habile consiste à envoyer le propriétaire de X dialoguer directement avec les Iraniens, une approche qui se distingue de celle de l'administration Trump. Alors pensez-vous que les déclarations de Trump, ainsi que la réponse résolue de l'Arabie saoudite, ont définitivement écarté toute possibilité de normalisation entre Riyad et Tel Aviv? Ou existe-t-il encore une marge pour un compromis sur cette question? Il semble désormais évident que cette normalisation ne se réalisera pas.
Les Saoudiens ont clairement énoncé leurs conditions. Ils ne procéderont pas à cette normalisation car, premièrement, ils n'y croient pas. Et deuxièmement, le peuple saoudien y est fermement opposé. En effet, les populations de la région ont été profondément choquées par les actions d'Israël à Gaza au cours des 15 derniers mois. Toute initiative insusceptible à d'attiser davantage les sentiments israéliens en Jordanie, en Égypte, en Arabie saoudite, risquait de déstabiliser l'ensemble de la région. La réconciliation est donc improbable, car Israël n'en a pas véritablement l'intention. Quant à Netanyahou et Trump, je pense qu'ils cherchent à faire croire que ce sont les pays arabes qui ont commis l'erreur et non Israël. À mon sens, cela représente une diversion, un moyen pour Netanyahou de se défaire de la responsabilité de l'échec, bien qu'il ait été prêt à accorder le grand accord de Trump. Il est clair que ni les Saoudiens, ni les Jordaniens, ni les Égyptiens, ni les Palestiniens ne l'accepteront. Je vous remercie. Nous allons à présent marquer une courte pause avant de reprendre notre discussion. Nous voilà de retour pour la suite de votre émission depuis Washington. Le Maroc a toujours défendu les droits du peuple palestinien tout en cherchant à équilibrer les relations avec Israël à travers les accords d'Abraham. Le Royaume soutient fermement le dialogue et considère la solution à deux États comme la seule voie vers une paix durable. Le Maroc a également fourni un soutien humanitaire essentiel à la population de Gaza et a appelé la communauté internationale à garantir la protection des civils en conformité avec les lois internationales. Tout en étant résolument engagé pour la sécurité de la région, le Maroc continue de travailler en étroite coordination avec les puissances mondiales et régionales en vue de parvenir à une solution juste et pérenne à cette crise tragique. Nous vous invitons maintenant à visionner ce reportage préparé par l'équipe de production. Lorsqu'on évoque les efforts de paix au Moyen-Orient, il convient de souligner le rôle historique et financier crucial que le Royaume du Maroc a joué et continue de jouer en faveur de la sécurité et de la stabilité de la région. Le Royaume s'engage également à garantir le droit du peuple palestinien à établir son État indépendant avec Al-Quds Est comme capitale aux côtés d'Israël. La position du Maroc sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed VI demeure la plus sage et la plus perspicace. Ces démarches s'accompagnent d'acteurs honnêtes et dévoués à la paix, éloignés des surenchères, des slogans politiques et des intérêts étroits. Bien que parvenir à un cessez-le-feu à Gaza soit une priorité urgente, cela doit se faire parallèlement à l'ouverture d'un horizon politique capable d'instaurer une paix juste et durable dans la région. Ces objectifs ont été esquissés comme une feuille de route par un dirigeant arabe qui a su apporter aide et assistance humanitaire à Gaza, une région durement frappée. En tant que président du comité Al-Quds, il a toujours porté son attention sur la ville sainte et ses habitants en leur offrant soutien et solidarité. En appelant à des négociations visant à raviver l'espoir de paix des deux côtés, palestiniens et israéliens, on nécessite de surmonter les obstacles posés par les extrémistes de tous bords. L'accord tripartite entre le Maroc, les États-Unis et Israël a permis au Maroc de dialoguer avec toutes les parties au conflit, plaçant les besoins humanitaires du peuple palestinien au-dessus de toute considération politique. La médiation de Sa Majesté le roi Mohammed VI a joué un rôle déterminant, menant au récent déblocage de fonds par Israël en faveur de l'autorité palestinienne. Avant cela, la médiation royale avait permis un accord pour l'ouverture permanente du pont à Al-Mbi. Tandis que les voisins du Maroc se contentent de soutenir à travers tribunes et discours vides leurs frères, qu'ils soient oppresseurs ou opprimés, le Royaume du Maroc a choisi d'apporter un soutien humanitaire constant, fortifiant l'héritage spirituel des Palestiniens et contribuant à contenir tous les conflits extrémistes qui portent atteinte à leurs droits. Merci pour ce reportage.
Alors, James Zogby, si l'on vous demandait de prodiguer des conseils à l'administration Trump, ainsi qu'à toutes les parties en conflit, quelles recommandations leur feriez-vous? Au lieu de me projeter dans un avenir lointain, je préfère me concentrer sur les problèmes immédiats auxquels nous faisons face. Je commencerai par insister sur la nécessité pour les Palestiniens, le monde arabe, la communauté internationale, les États-Unis, Israël, de mener à bien les 3 phases de l'accord de cessez-le-feu, l'une après l'autre. En procédant ainsi, nous parviendrons à une situation plus favorable que celle que nous connaissons actuellement, avec le retrait d'Israël de Gaza et le début de la reconstruction de la bande de Gaza. Cela permettra également aux Palestiniens d'être relogés dans des zones débarrassées des décombres, leur offrant la possibilité d'y retourner une fois la reconstruction achevée. Toutefois, ils ne seront pas disposés de se déplacer si Israël reprend le contrôle du secteur, car ils savent qu'ils ne seront pas autorisés à revenir. Au lieu de se concentrer sur des projets à long terme, tels que l'initiative de paix arabe, l'accent doit être mis sur ce que Israël refuse de mettre en œuvre, les étapes de l'accord de cessez-le-feu. Il est impératif d'exiger la mise en œuvre de cet accord, ainsi que l'arrêt des opérations militaires en Cisjordanie. En effet, les meurtres de Palestiniens et la destruction de leurs maisons dans cette région exacerbent les tensions, risquant de provoquer une explosion de violence, ce qui donnerait à Israël et aux décideurs politiques de Washington une justification pour poursuivre leur politique de déplacement forcé. Merci James. David, le Maroc a régulièrement réagi à l'escalade de la violence par plusieurs appels de Sa Majesté le Roi visant à favoriser une coexistence pacifique entre Israël et les Palestiniens. En tenant compte du rôle historique du Maroc dans les accords de Camp David et dans l'accord Gaza-Jéricho, est-il opportun de relancer la médiation marocaine dans le cadre de cette crise? C'est une option parmi d'autres. Le Maroc entretient toujours d'excellentes relations avec Israël et ce dernier accorde une grande confiance au gouvernement marocain ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères, M. Nasser Bourita. Toutefois, il me semble que l'enjeu principal réside dans une dynamique arabe qui incite les pays arabes ayant des relations avec Israël, tels que l'Égypte, le Maroc, la Jordanie, les Émirats, Bahreïn et d'autres nations, à œuvrer pour une issue positive qui soit bénéfique pour toutes les parties concernées, y compris le Royaume d'Arabie Saoudite. Cette dynamique vise à proposer un plan réaliste pour la bande de Gaza, permettant de franchir la première étape de l'accord de cessez-le-feu, puis les deuxième et troisième étapes. Ces dernières exigent non seulement une action de la part d'Israël, mais aussi pour la troisième étape, la fin du contrôle gouvernemental du Hamas sur Gaza. D'autres parties devront s'engager pour réaliser cet objectif, à moins que vous ne souhaitiez qu'Israël prenne en charge cette responsabilité. Il est indéniable que le rôle de Sa Majesté le Roi pourrait être déterminant dans les résolutions de ce conflit en tant que président du comité Al-Quds de l'Organisation de la coopération islamique. Le Maroc, comme l'a souligné David, est perçu comme un acteur clé bénéficiant de crédibilité et d'une histoire solide, ce qui lui permet de diriger efficacement son action. Chris, comment évaluez-vous la possibilité pour le Maroc de jouer un rôle dans l'apaisement de la crise régionale et dans la proposition d'une solution durable? Je pense que depuis les événements du 7 octobre, il nous a été rappelé l'importance du rôle joué par Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans la gestion de la crise humanitaire
et l'aide apportée aux personnes touchées avec des résultats significatifs qui n'ont pas encore été atteints. Cela a renforcé la reconnaissance à Washington du statut de Sa Majesté en tant que personnalité crédible, tant dans le monde arabe qu'auprès des Israéliens. Bien entendu, son avis sera crucial dans toutes les mesures à venir, comme l'a souligné David. Il est essentiel de noter que nous nous concentrerons souvent sur ce que la partie israélienne doit faire. Mais il est tout aussi important de considérer ce que les Palestiniens doivent faire pour parvenir à la paix, et ce au-delà des seules actions d'Israël. La solution à deux États ne concerne pas uniquement l'État d'Israël, ce qui peut être difficile à accepter pour certains Palestiniens et Arabes. En ce sens, le rôle de Sa Majesté le Roi est indispensable pour garantir la voie vers une paix durable. David, certains rapports ont évoqué une action militaire égyptienne à la frontière orientale du Sinaï. Étant donné votre expérience de collaboration avec les dirigeants de la région lors de votre mission au ministère des Affaires étrangères, ma question porte sur les relations égypto-israéliennes. Existe-t-il des menaces susceptibles de compromettre ces relations et de mettre en péril les accords de Camp David ? Comment envisagez-vous l'avenir de cette dynamique ? Il y a environ un an, l'Égypte a sollicité d'Israël des modifications mineures aux accords de Camp David. Aujourd'hui, l'Égypte déploie environ 300 chars et plus de 40 000 soldats dans le Sinaï, principalement pour lutter contre Daesh dans la région. Bien que l'Égypte ait réussi à maîtriser cette organisation, elle a également établi une base navale et construit des fortifications ainsi que des bunkers dans le Sinaï, des actions qui sont contraires aux termes du traité. Il existe des préoccupations selon lesquelles l'Égypte pourrait s'éloigner des dispositions originelles du traité. Par ailleurs, Israël a également commis des violations, notamment en déployant des chars et des troupes dans la région de Delphes, à la frontière avec l'Égypte, ce qui constitue une violation technique des accords, bien que cette situation devrait se résoudre. Il est indéniable que des tensions importantes existent actuellement dans les relations entre les deux pays. La possibilité d'imposer à l'Égypte le déplacement d'1 million de Palestiniens de Gaza vers son territoire pourrait effectivement mettre en péril les accords de Camp David. Bien que la situation semble relativement calme pour l'instant, l'escalade des tensions au cours de l'année écoulée reste préoccupante. Passons à la situation intérieure des États-Unis. Dans une interview accordée à l'Associated Press, Bishara Baba, directeur de l'organisation Arab Americans for Trump, a confirmé que l'organisation avait modifié son nom pour devenir Arab Americans for Peace. Il a déclaré, je cite, « Nous nous opposons catégoriquement à l'idée de déplacer les Palestiniens en dehors de la Palestine historique. » Alors nous allons maintenant nous tourner vers notre correspondante, Sholouk Diab, pour son reportage. Bonjour Marc, effectivement, les déclarations du président américain Donald Trump concernant le contrôle des États-Unis sur la bande de Gaza et sa transformation en une Riviera du Moyen-Orient, selon ses propres termes, ont suscité une réaction forte de la part des organisations arabo-américaines. Ces dernières ont exprimé par le biais de déclarations et de communiqués distincts le rejet catégorique de la proposition de déporter les Palestiniens et de les réinstaller dans d'autres pays. Elles considèrent cette décision comme une violation des droits de l'homme et du droit international. Vous avez notamment annoncé, Marc, que le groupe arabo-américain pour Trump allait changer de nom pour devenir arabo-américain pour la paix, exprimant ainsi son désaveu de la proposition de Trump. Le président de ce groupe, Bishara Baba, a également affirmé que l'organisation s'opposait fermement à toute tentative de déplacement des Palestiniens de leurs terres en Palestine historique. Les organisations arabo-américaines de défense des droits de l'homme ont également publié des déclarations condamnant fermement les propos de Trump en soulignant que le déplacement forcé des habitants de Gaza allait à l'encontre des principes du droit international.
Ces organisations ont également appelé la communauté internationale à soutenir les droits du peuple palestinien à l'autodétermination et à la préservation de son territoire. Il est également important de noter, Marc, que des centaines d'Américains d'origine arabe ont manifesté dans les rues de Washington et dans d'autres États, dénonçant l'annonce du président américain et ses projets de déplacement des Palestiniens. Le Conseil américain des relations américano-islamiques a également publié plusieurs prises de position de protestation contre la proposition de Trump. Ainsi, Marc, les déclarations du président Trump concernant Gaza demeurent un point d'interrogation majeur, notamment parmi les Arabes et les musulmans qui avaient voté pour lui lors des récentes élections américaines. Ces électeurs espéraient qu'il adopterait des positions plus justes car il était difficile pour les administrations américaines précédentes de résoudre cette question. De nombreuses opinions suggèrent que les discours de Trump sur le déplacement des habitants de Gaza ne sont rien de plus qu'un test de réaction et des manœuvres chaotiques. Et ce sont les prochains jours qui nous révéleront leur véritable intention. Nous revenons maintenant à vous, Marc. Merci, Shourouk. David, en raison de l'habitude de Donald Trump d'utiliser des sanctions économiques telles que les tarifs douaniers imposés à la Chine, ainsi qu'à nos voisins, le Mexique et le Canada, pour renforcer sa position de négociation et peut-être aussi exercer des pressions sur plusieurs pays, pensez-vous qu'il pourrait appliquer un plan de sanctions contre des pays comme l'Égypte et la Jordanie, afin justement de s'assurer de leur approbation de son plan concernant Gaza? Cela pourrait effectivement être le cas. Je pense que l'Égypte et la Jordanie craignent de subir une telle pression, d'autant plus que ce sont des outils de pression que Trump a traditionnellement utilisés. Actuellement, les États-Unis fournissent environ 2 milliards de dollars d'aide annuelle à la Jordanie, dont le budget annuel se situe entre 13 et 15 milliards de dollars, ce qui rend cette aide particulièrement significative. En revanche, l'Égypte reçoit entre 1 milliard et 300 millions de dollars d'aide militaire et certains programmes d'aide, bien que cela soit moins crucial pour l'Égypte. Néanmoins, cette aide représente un levier important dans les relations bilatérales avec les États-Unis et j'espère que le président Trump choisira de ne pas exercer cette pression. Autrement dit, il solliciterait l'aide des Américains pour faire asseoir les parties à la table des négociations et leur présenter un plan de paix. Voyez-vous une autre alternative pour pouvoir instaurer la paix dans cette région? David, dernière question. Certains experts estiment que marginaliser l'autorité palestinienne à Gaza pourrait entraver toute solution durable, tandis que d'autres jugent qu'il est désormais trop tard. Selon vous, qu'en pensent les parties concernées? J'aimerais concerner la réflexion sur ce point, tout en tenant compte de son impact sur le Moyen-Orient. La question palestinienne et le peuple palestinien revêtent une grande importance pour les pays arabes. Mais cela n'a pas empêché ces derniers de normaliser leurs relations avec Israël, ce qu'ils ont fait. 4 pays arabes ont ainsi pris cette initiative sous le premier mandat de Trump, bien que la question palestinienne demeure un sujet essentiel, pouvant même devenir un facteur de blocage potentiel. Il est évident que ce n'est pas seulement une question de sécurité à long terme pour les Palestiniens, mais également pour la sécurité et la stabilité d'Israël dans la région. Il est impératif de trouver une solution juste et équitable qui garantisse aux Palestiniens leurs droits et leur offre un cadre de vie viable au sein de cette région. Nous arrivons malheureusement déjà au terme de cette discussion. Alors merci à vous de nous suivre. Je vous rappelle que Depuis Washington est également présente sur nos plateformes et réseaux sociaux de Média TV.
Un grand merci à nos invités, David Schenker, James Zogby, Chris Lapetina, ainsi qu'aux correspondants de l'émission, Jeanne Mansour et Shourouk Diab, sans oublier l'équipe de production dirigée par le réalisateur et producteur Mohamed Saïd Al-Wafi. Merci à vous tous et rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt. In a new episode of Min Washington.